L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. En fait, quand je suis arrivé à la polyvalente Zabenaki, dans le cadre de mon volet animation à la vie spirituelle et en engagement communautaire, il y a le volet communautaire que je voulais développer. Et je trouvais que un voyage à l'étranger répondait bien à ce volet-là d'engagement communautaire pour les jeunes à polyvalente. Donc, dès mon arrivée, j'ai commencé à penser à ça un petit peu. Et là, pourquoi avec la Maison des Jeunes? Je cherchais un petit peu là, un coéquipier qui serait capable là, de relever ce défi-là. Et j'ai rencontré Guillaume Rodrigue, que je ne connaissais pas vraiment. Je l'ai approché et puis j'ai lancé l'idée comme ça. Je me souviens, Guillaume m'a dit « Regarde, laisse-moi une couple de jours, je pense à ça, puis je te reviens. » Puis heureusement, quelques jours après, la réponse a été positive. Puis il dit « J'embarque. » Puis c'est un gars, je pense, très proactif. Et puis je pense que c'est un très bon coéquipier là, pour l'aventure. Yes. À chaque année, c'est toujours une petite période très, très excitante parce qu'on rencontre plusieurs bonnes candidatures. On a un contact privilégié avec les élèves et les participants, en fait, parce que c'est un 20 minutes où ils se livrent et puis ils donnent tout ce qu'ils ont à donner. Alors, c'est très, très intense. Comment on fonctionne? Donc, on y va avec les entrevues, donc 25, 30, 35 entrevues non-stop aux 20 minutes. Par la suite, moi, je fais mes devoirs de mon côté. Guillaume fait ses devoirs de son côté. On essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui nous a marqué, les arguments pourquoi on choisit telle ou telle sélection. Après ça, moi, Guillaume, on se rejoint ensemble. C'est important de dire que le groupe, on essaie d'avoir un groupe le plus équilibré possible. Donc, 15 leaders positifs dans un groupe. C'est sûr que oui, il y a des choses à travailler, mais il y a d'autres styles de participants qu'il faut aller chercher pour vraiment que le groupe puisse cheminer là, dans un tout. Donc, c'est de là la sélection des participants qui étaient tant au niveau leader, des gens un petit peu plus introvertis, des gens qui voulaient peut-être travailler un petit peu plus la confiance, l'estime, des gens qui étaient hyper motivés, qui n'avaient jamais fait aucun voyage. Donc, tout ça mis ensemble, à la fin, on réussit à sortir une cuvée là, très intéressante là, pour le projet. Moi, j'ai entendu parler de ce projet-là avec les activités de l'école. Au début, quand ils disent, mettons, veux-tu t'inscrire à telle chose, j'ai décidé de m'inscrire à ça pour voir ce que ça allait être. Là. Ça non plus, j'avais pas vraiment pensé faire, mais quand les gars m'ont parlé un peu à l'école, je voulais m'inscrire, je me suis inscrit. J'ai été sélectionné. Les raisons, moi, qui m'ont motivée pour être dans ce projet-là, c'est découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles choses, venir en aide à des personnes qui en ont plus besoin, puis visiter un nouveau pays. Nous, à la base, ce qu'on a fait, c'est qu'on a
on a pris la décision de faire un financement collectif. C'est-à-dire qu'on a chargé un prix minime, si on peut dire, pour l'inscription. Donc, chaque participant devait, à la base, débourser un montant de 600 $. Et le reste devait être un financement collectif. C'est-à-dire que la participation aux activités de financement était obligatoire. Donc, un jeune ne pouvait pas dire, ben moi, je fais 4 activités de financement, je ramasse tout mon argent, puis le reste, je les fais pas. Non, pendant toute l'année, les jeunes ont été obligés de participer aux activités. En tout, je pense qu'il y en a eu 26 activités. Le montant qu'on avait, le projet à la base qu'on avait présenté aux parents, c'était un projet de 37 000 $, si je ne me trompe pas, qui comportait 27 jours au Pérou, 18 de travail à San Ramon et le reste, la balance, c'était du tourisme. Et on a vu au fur et à mesure que les activités de financement avançaient, que les gens répondaient très bien au financement. Donc, c'est par la suite qu'on a décidé de faire le chemin des Incas, bon, qui coûtait beaucoup plus cher, mais on savait qu'on allait avoir l'argent. Donc, en 1 an, on a ramassé en tout un montant de 54 000 $. Et les activités de financement, ben, on s'était dit qu'on ne voulait pas faire de vente de chocolat puis vente de plein de choses pour pas non plus tanner les gens. Donc, je pense qu'à une exception près, on a respecté là, cette orientation-là qu'on a prise. Alors, dans les activités de financement, on en a fait de plusieurs types. Là. Ça passe par faire des cueillettes de canettes par les portes. On a participé aussi au championnat du monde de vélo de montagne, qui est une activité de financement, mais qui a quand même duré 10 jours pour le groupe. On a fait le snowboard jamboree. Je ne peux pas tout vous en faire l'énumération, mais on a eu des belles activités de financement, d'implication. Je pense à Nez Rouge aussi. Et tout ça a servi à financer notre projet. L'année passée, quand on avait fait la cueillette de canettes, on avait battu un record. Pas la dernière qu'on a faite, mais au mois de mars l'année passée avec l'autre groupe. Au mois d'octobre, on a battu un record aussi avec ce groupe-ci. Et je vous annonce qu'on a battu un autre record. Alors aujourd'hui, on a fait 2244 escalations. Yeah. Je pense qu'on va les apporter un peu de qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Dans le fond, on va aller là-bas, on va faire des affaires pour eux autres, on va construire des choses, on va les aider. Dans le fond, ils ne feraient peut-être pas eux autres si on irait pas les aider. Ben moi, c'est surtout pour aider les gens qui en ont besoin. Aussi pour voyager, pour voir un autre pays, le Pérou, puis, ouais, la culture, les gens là-bas. Ils ont l'air vraiment gentils, je sais pas, mais ils ont l'air... Ben moi, c'est à peu près comme Marika, dans le fond, c'est aussi pour avoir des nouvelles expériences. Là. Ouais. Puis c'est ça, pour voir aussi comment d'autres gens vivaient, parce que je sais qu'on est vraiment chanceux, nous autres, de la manière qu'on vit. T'sais, on a accès à tout, puis eux autres, ben, c'est pas nécessairement ça. Puis là, ben, je voulais aussi voir comment les autres ça se passait, puis aller les aider. Ouais, surtout pour aider, là, se sentir utile, sentir qu'on a fait quelque chose de bien. Ouais. Ben moi, c'est surtout parce que tu vas pas là pour rien que voyager. C'est genre pour aider le monde qui sont dans la pauvreté et ils ont pas tout ça facile. C'est surtout d'aller là pour les aider, genre. Je trouve ça triste de voir qu'il y a du monde qui sont pauvres. On a tout ce qu'on veut, puis on n'est même pas content, puis eux, ils ont rien, puis après, c'est tout qu'est-ce qu'ils ont. Puis il y a 2-3 personnes dans ma famille qui ont fait des voyages, puis d'aide humanitaire comme ça, puis ça m'a fascinée. Moi, je dis que on va aimer ce qu'on a maintenant. On se plaindra plus pour des petites choses. Là. On va vraiment apprécier la vie, puis apprécier ce qu'on a, puis non toujours demander plus. Ouais. Moi, je dis qu'on va être dans notre bulle pendant un bon moment. On va se dire, c'est plus pareil. Hein. On était bien mieux au Pérou. Ouais. En fait, on en a fait quand même plusieurs. Ceux qui touchaient vraiment, là, en fait, que je me souviens, là, on a traité certaines thématiques vraiment en lien avec le projet. Il y avait l'atelier sur la surconsommation, tourisme responsable. Donc, surconsommation, c'est bon. On vit dans une société où on consomme. Certains s'en rendent compte, d'autres moins. Puis on va dans un pays où, évidemment, cette surconsommation-là n'existe pas parce que l'abondance que nous, on a ici, eux l'ont pas là-bas. Donc, c'est d'essayer d'être conscient de ça. Puis que quand le groupe va arriver là-bas, qu'il ne soit pas en mode consommation, mais plutôt
qu'ils soient conscients du mode qui existe, puis d'essayer de bien vivre là, cette situation-là pour se détacher un petit peu, vivre un recul. Donc, cet atelier-là a permis d'avoir ce recul-là. Puis, ils ont pu intégrer certaines notions là-bas, en fait, ou au moins d'être conscients des réalités au niveau de la consommation. Puis, au courant qu'il y a au moins 8 millions d'enfants, donc dans différents... C'est sûr qu'au Québec, Canada, on ne parle pas d'enfants soldats et de tout. Moi, quand j'entends parler du Pérou, je vois comme un pays avec comme plein de montagnes, là, puis des lamas dans des montagnes, là, puis des gens qui vivent dans les montagnes aussi. On dirait que c'est ça que je vois. Je vois pas vraiment la partie plus moderne, on pourrait dire, comme Malima. Là. Moi, ma vision du Pérou, moi, je dis que c'est un pays à découvrir, qu'on connaît pas assez encore. On porte toujours un jugement, on pense toujours que c'est un pays pauvre, que tout le monde est pauvre. Mais moi, je suis sûre qu'on va apprendre plus d'eux autres que d'autres choses. Tu sais, ils ont tous l'air, tu sais, même si c'est pas tout le temps facile, eux autres, ils ont de l'air heureux pareil, puis tiens, ça va bien, je suis de bonne humeur. Tu sais, ça, d'après moi, ça va nous faire réaliser que, tu sais, on se plaint pour pas grand-chose chez nous, là. Ben, tout le monde est... Ben, je sais pas, tout le monde a l'air de s'aider, c'est beau, du Machu Picchu. Les paysages doivent être beaux. Puis voir, mettons, nous autres, comment on vit en famille, eux autres, ça va être différent, là, vu que c'est plus une vie d'acharnement, de travail et tout. Là. On va pouvoir découvrir ça, comment eux autres vivent ça en famille, au travail, puis les moyens qu'ils font pour, mettons, s'amuser. Eux autres s'amusent à rien, nous autres, on a notre technologie, puis des fois, on chiale encore. Là, fait que... Les autres, je pense qu'ils ont des bonnes valeurs. Ouais. Justement, ils savent profiter de la vie, puis il me semble aller les voir et les aider, ça va peut-être nous aider pour aussi à plus savoir comment en profiter de la vie. C'est quasiment un enseignement pour nous autres, je pense. Dans un groupe comme celui-là, c'est certain qu'il va y avoir de la friction à un moment donné. Donc, de là, l'importance d'être capable de dire les choses, la communication. Comment je l'ai donné, cet atelier-là, c'est qu'avec une petite activité, on mettait 2 personnes dos à dos. Chacun avait un dessin différent. Puis, juste en parlant, l'autre devait seulement écouter. Il décrivait qu'est-ce qui était écrit sur sa feuille. L'autre devait le dessiner. Fait que c'est pas évident, avec notre perception, de faire la même chose que l'autre a dit, là, d'avoir... c'est ça, la communication aussi. Il faut aller vérifier si on a bien compris qu'est-ce que la personne veut nous dire. Des fois, il y en a qui sont plus primes que d'autres. Bon, on va vérifier si elle est fâchée ou... fait que, pour ça, c'est important, la communication. Je vous explique le concept. Okay? Pour travailler la communication, vous l'avez travaillé un petit peu tantôt avec les dessins qu'on a fait dos à dos. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner chacun un handicap différent. Okay? Il va y avoir des sourds, il va y avoir des muets, il va y avoir des aveugles, puis il va y avoir du monde qui parle rien qu'en espagnol. Oh. Okay? Toi, tu vas être sourde? Oui, je suis d'accord. Toi, tu parles espagnol? Toi, t'es muet. OK? Muet communicant. Toi, t'es sourde. T'es aveugle. Bah, moi, je suis timide. Ça paraît pas, mais je veux me déjeuner. Puis je veux renforcer des liens. Comme les personnes du projet, c'est pas beaucoup du monde que je parlais. Puis je pense que je vais devenir des très bons amis qu'eux autres. Même les accompagnateurs. Ouais. D'apprendre à connaître les autres. Parce que c'est pas vraiment des personnes qu'on connaissait. Il y en a plusieurs qu'on les avait jamais parlé, mais on les aimait pas. Ben, moi, je dirais pas rien qu'avec les gens là-bas, rien que le groupe, justement. Si on n'avait pas fait ça, moi, je sais qu'il y en a pas mal que j'aurais sûrement jamais parlé, vraiment. On n'est pas toutes des mêmes gangs, là, puis pas des mêmes amis. La plupart, on se connaissait pas, puis on s'est jamais parlé. Puis on est rendu pour la nuit, là, puis c'est vraiment cool. Puis on apprend aussi sur nous-mêmes. Parce que moi, j'étais gênée, mettons, de parler au téléphone. Quand on a fait Opération Nez Rouge, il a fallu que je mette des gênes puis répondre. Là. Puis, tu sais, c'est tout le temps de se pousser. Puis, ouais, c'est ça. Tu considères-tu maintenant, pour toi, c'est plus facile? Ouais. Ouais? Ça t'a permis ça? Ouais. Super. Mme
Carmina est venue avec Hans. Donc, on a fait le repas typique. Bouilli, bœuf et tout, donc a été servi, préparé par les jeunes. Donc, on avait un petit comité au niveau de la cuisine. Il y a eu une présentation de vidéos qui a été faite. Les parents étaient invités. Donc, c'était une grande tablée avec les parents, les participants. On a servi le repas typique, le dessert aussi. Donc, ça a été un beau partage sur la culture là-bas. Carmina et Hans, très, très colorés comme personnages, donc hyper dynamiques. Je pense que quand tous les gens ont quitté cette présentation-là, ils étaient tous un peu emballés là, où ils étaient plus conscients du voyage ou du trip dans lequel leur enfant est embarqué, puis ça les incitait un petit peu à prendre part davantage au projet. Donc, ça a été super. Là, on a vécu le temps d'une soirée, là, la couleur péruvienne, les odeurs, donc ça a été très apprécié. Ouais. Je me dis, on va travailler tout le temps là-bas, j'aurai quasiment pas le temps de passer à ma famille, puis on va jouer avec le monde, on va avoir du fun. Ça va être plus au début, je pense, on va réaliser qu'on peut-être la première semaine, on va se rendre compte, ben là, mes parents sont pas là, mais ça serait le fun d'être un peu avec mes parents. On n'aura pas de contact, là, du coup, avec eux. Ouais, c'est ça, mais passer un mois pas de contact avec ses parents, ça va être une épreuve, mais je pense qu'on va tout réussir à passer au travers. D'habitude, on leur parle à chaque jour, on ouais. leur parlera pas pendant le mois. Ouais. Nos amis aussi qui... nos amis qui vont rester en Beauce. Et autre atelier tourisme responsable, le Machu Picchu, on arrive dans des pays, des petits villages où il y a certaines choses à respecter, la culture, certaines règles, codes d'éthique qu'on connaît moins. Parce que nous, au Québec, on sait, bon, ça fonctionne comme ça et tout. Donc, d'essayer de voir comment on peut améliorer notre façon de voyager. Donc, ne pas être seulement touriste et de dire, bon, mais regarde, on visite et tout, mais vraiment une visite au niveau intégration, au niveau respect des valeurs, respect au niveau de, bon, ben, le tourisme responsable touche, entre autres, un volet hyper important de l'environnement. Donc, comment faire pour aller voyager de façon responsable au niveau de l'environnement? Bien, ça peut être d'utiliser les sentiers qui sont déjà faits, faire attention, bon, encourager les produits locaux. Donc, les petits marchands qui sont sur le bord de la route, bien, aller plus vers ces gens-là pour l'économie locale et tout. Donc, c'est toutes des thématiques qui étaient traitées là, pour justement encore que le jeune soit au moins les outils pour essayer de voir, bon, bien, moi, j'ai choisi de faire un voyage responsable à 100 %. Qu'est-ce que je dois faire, les pistes que je dois utiliser pour réussir le plus possible à le faire? Moi, je vois le travail là-bas très physique. Il faut falloir de l'endurance, il faut falloir être prêt. Il faut travailler fort. Ah ben, parce qu'en plus, il va faire chaud. Fait que c'est pas comme ici, mettons, des fois tu travailles l'été, mais tu peux prendre une pause comme ça, puis te reposer 15-20 minutes, puis recommencer. Mais là-bas, tu le fais en continu, là. Puis il fait chaud aussi, fait que ça l'aide pas, là. Mais c'est sûr que c'est pour une bonne cause, là, vu de même, là. Puis moi, j'ai l'impression que ça sera pas le même travail qu'ici. Ça va être leur manière, puis leur façon aussi. Leur façon de travailler. On va sûrement travailler aussi tard, puis de bonne heure, là. C'est sûrement pas... Tu commenceras pas à 10 h, tu finiras pas à 2 h de l'après-midi, là. Moi, j'ai surtout peur, mais qu'on revienne, que je vais être trop dans ma bulle. Ben, je sais pas, à ce qui paraît, quand on revient, on est changé au bout, puis on est pas capable de... On renverse pas tout ça dans notre mode de vie. Fait que moi, c'est vraiment ça qui me fait peur, là. Avec l'école puis tout. J'ai peur de rester trop longtemps dans ma bulle, puis de... Je sais pas, là. J'ai peur pour ça. En fait, cette année, on a pris la décision aussi de vraiment d'impliquer les jeunes dans l'organisation d'activités. Alors, oui, il y a le voyage organisé, mais il y a aussi toutes les campagnes de financement, toutes les activités de financement. Donc, cette année, on a créé des sous-comités. Si je ne me trompe pas, il y avait 5 ou 6 sous-comités. Alors, les jeunes étaient 2 ou 3 par comité. Alors, ça rejoint un peu notre philosophie par et pour les jeunes. Donc, c'est ça. Ça a été une nouveauté dans le projet cette année.
par le fait même, ça a augmenté leur sens des responsabilités. Ouais, ben, dans le fond, chaque personne était dans un comité, puis il y avait une responsabilité à faire avant le voyage. Puis ben, moi puis Thomas, il fallait qu'on appelle les communautés religieuses, dans le fond, pour leur demander, leur expliquer notre projet, puis leur demander des dons, dans le fond. Puis on était responsable de faire la tournée de chaque église, puis d'arranger ça avec les prêtres pour qu'on puisse parler de notre projet aux gens. Ben, moi, au début, quand je me suis inscrite à ça, c'était peut-être une peur pour moi de faire du financement parce que j'étais là, je me posais plein de questions. Comment on va faire ça? Comment ça va se passer? Mais finalement, tout se déroule bien, puis j'aime vraiment les activités, là. Puis ça va bien dans notre financement. Ben, moi, j'aime ça, faire des activités de financement de même. Puis, tu sais, en même temps, ça t'apprend à connaître les autres. T'apprends à connaître les autres, là, mieux. Fait que moi, tu sais, moi, je trouve ça le fun, là. T'sais, on fait pas ça tout le temps, fait que... Moi, je trouve que l'expérience de financement, c'est une chose, c'est vraiment... Il y a des nouvelles choses que tu fais, mais par exemple, les cueillettes de canettes, ça l'aide à développer Tu vas au-delà de tes valeurs, là. Mettons que t'es jeûné, ben ça l'aide à dépasser tes limites. Par contre, je trouve que c'est beaucoup de choses, là. Je trouve qu'on en fait beaucoup trop, mais il faut ça pour arriver au projet. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'activités de financement. C'est sûr que des fois ça nous tente, des fois ça nous tente pas, mais il faut le faire, puis on est prêt à le faire. Ouais, bon, on en fait beaucoup, mais en même temps, et tout, ça nous aide à nous apprendre parce qu'il faut qu'on se parle, puis d'une manière ou d'une autre, il faut travailler en équipe, là. Fait que c'est une bonne chose, là. Ça nous aide à connaître de nouvelles personnes, qu'on n'était pas nécessairement porté à aller parler. Ouais, c'est vrai ça. Oui, ils ont eu une dizaine de cours d'espagnol qui duraient chacune à peu près 2 heures. C'est une professeure, une étudiante en langue qui est venue donner les cours d'espagnol pour apprendre la base. Le plus de mots possible, savoir se présenter, quand on a besoin, quand on ne file pas bien, bon, qu'est-ce qu'on a besoin de dire, pouvoir s'orienter, je vais aller à quelque part en ville. Donc, toutes les choses de base comme ça, l'enseignante les a montré comment apprendre ça. Ils ont eu des examens d'espagnol. Il y avait certains critères à respecter pour être capable de passer à d'autres choses. S'ils ne passaient pas, ils refaisaient l'examen. Donc, ils ont eu à faire de l'étude en espagnol pour être capable de se débrouiller. Puis, ils se rendent compte à quel point c'est important ici. Quand ils ont besoin de converser avec des gens, bon, ben, s'ils ont bien étudié, c'est là qu'ils voient l'importance de l'espagnol. Oui, c'est ça. En début de projet, tout le groupe du Pérou 2009 sont venus rencontrer les jeunes, question de partager leur expérience, puis leur donner aussi quelques conseils. Alors, ça a été une rencontre qui a été intéressante. On a aussi été à la soupe populaire à Québec. Le but de ça, en fond, on a été servir un repas là, à des personnes qui vivent dans un contexte de pauvreté. Le but de ça, c'est de démontrer aux jeunes que, bon, oui, il y a de la pauvreté au Pérou et c'est super, qu'est-ce qu'on fait, ce projet de coopération internationale, mais de la pauvreté, il y en a chez nous aussi. Une pauvreté qui est différente, mais qui est bien réelle. Alors, c'était pour leur démontrer qu'on peut faire des actions chez nous aussi pas pour contrer la pauvreté, mais pour s'impliquer, du moins faire notre part là-dedans. Ben, pour ce qui est des rencontres de parents, en fait, on en a eu 3. La première pour présenter le projet, parce que, bon, c'est beau de le présenter aux jeunes, mais je pense aussi qu'il faut que les parents soient au courant dans quoi leurs jeunes s'embarquent, et dans quoi eux aussi s'embarquent, parce que ça demande une implication quand même active des parents dans les activités de financement. On en a fait aussi une en milieu de projet avec les parents, bon, pour faire un petit bilan d'où on est rendu, puis qu'est-ce qui arrive. Et bien évidemment, on en a fait une, je pense, 3 semaines avant le départ, là, pour 3 semaines, 1 mois avant le départ, pour tous les derniers préparatifs là, de dernière minute. Pour ce qui est des jeunes, ben en fait, depuis 1 an, on a des rencontres. Je pense qu'on en a eu là, aussi avec les cours d'espagnol, avec les ateliers de préparation. On avait aussi des rencontres de planification pour le financement. On a eu 37 rencontres pendant l'année. Et au retour, ben, il y aura aussi des rencontres à faire pour faire un retour sur le projet. Puis aussi, on rencontre tous les groupes qui nous ont donné de l'argent, ceux qui désirent nous rencontrer. Donc, il y aura peut-être une dizaine de présentations à faire au retour. Pour la préparation, pour du côté plus santé, là,
environ 20 jours avant le départ, là, il a fallu qu'on se fasse vacciner pour 2 vaccins. C'était l'hépatite A puis la polio. Puis il y en avait un troisième, mais lui était facultatif. C'est la fièvre jaune. Puis c'est ça. Puis lui, il fallait prendre un rendez-vous, là, puis payer. C'est ça. Puis les autres, on le faisait à l'école, là, tout le monde ensemble. Monsieur Bélanger est venu nous parler du Machu Picchu dans le côté concret, dans la marche, le Camino Inca. Il est venu nous montrer comment bien se préparer, qu'est-ce que c'était le chemin Inca. Il y avait beaucoup d'images. Il y avait un livre aussi qu'il avait écrit sur lui, le chemin Inca. Comment il s'était préparé, l'effet que ça avait pu avoir sur lui de faire ce chemin-là. Puis l'arrivée au Machu Picchu, la visite du Machu Picchu en tant que telle, qu'est-ce que ça lui a apporté. C'était très intéressant. On est allé faire des randonnées en montagne, une entre autres à Port-Neuf avec tout le groupe, pour travailler bien sûr le côté physique, l'aspect physique d'aller en montagne, d'avoir notre pack-sac sur le dos puis de monter la montagne, mais aussi pour la dynamique de groupe, parce qu'on se retrouvait tout le monde dans un refuge à Saint-Raymond-de-Port-Neuf, en haut de la montagne, puis sans rien. Là, fait qu'on on jasait, on mangeait ensemble, puis on a bien travaillé notre dynamique de groupe. Le lendemain, on repartait, puis on redescendait. C'est là qu'on voyait qu'il y avait besoin de telle ou telle chose pour l'aspect physique. Puis on est allé aussi en faire un à Charlevoix, qui était un petit peu plus long, celui-là, mais qui était de toute beauté. J'ai fait la marche à un très bon rythme. On en parlait hier avec Vincent et Guillaume, puis c'était impressionnant comment vous alliez vite. Puis je pensais pas qu'on irait aussi vite que ça pour monter la côte. On avait des gens en avant qui étaient partis en feu, là. Mais tu sais, malgré tout, il n'y a pas personne qui a traîné de la patte en arrière. Puis tout le monde a gardé quand même un bon rythme. Puis... Oui, les défis d'endurance, c'est aussi pour se préparer pour le chemin Inca. Quand on a su qu'on allait le faire, le chemin Inca, c'était à peu près en mars-avril. On a décidé qu'on avait besoin de s'entraîner. Ça, c'était clair qu'on avait besoin de s'entraîner. Donc, il y avait des défis d'endurance qui étaient là pour, entre autres, pour marcher. Chacun faisait sa marche comme il pouvait chaque semaine. Mais les défis d'endurance, c'était le groupe ensemble. Puis on faisait... il y avait 2 jeunes qui étaient responsables d'organiser les défis d'endurance. On a fait toutes sortes de choses, du kickboxing, on a fait du cardio, on a fait du musculaire, mais toujours pour s'entraîner. On joue au soccer, toujours des choses pour s'entraîner avec le groupe pour à peu près 1 heure. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Ma première expérience en avion, puis sérieusement, moi j'ai trippé, là, c'est vraiment le fun, le décollage, là, tu regardes le paysage quand t'es sur le bord du hublot, là, c'est merveilleux. À un moment donné, on s'en va au-dessus des nuages, là, ça fait bizarre, là. Puis c'est quelque chose, là. Ça s'est bien déroulé, l'avion. Ça a été un peu long, 8 heures d'avion, mais ça a quasiment pas paru. On dirait qu'on est dans un auto, tu sais. On dirait pas qu'on est dans les airs puis qu'on vole, là. Mais à la fin, par exemple, il y en a qui ont eu des petits problèmes durant le voyage. Ben moi, à la fin, j'ai eu mal vraiment beaucoup aux oreilles. Il y en a qui ont eu mal au cœur. Ça dépendait pour chaque personne. Vous pouvez retrouver la ville de San Ramón au centre du Pérou. C'est comme si c'était le cœur du pays. San Ramón est une ville qui est approximativement à 7 heures à l'est de Lima, où se situe l'aéroport international. Pour s'y rendre, nous devons traverser les montagnes andines pour passer du côté de l'Atlantique. Nous arrivons ensuite à 700 mètres d'altitude où se retrouve la ville de San Ramón. Les habitants de cette ville ont 3 économies de base. Plusieurs travaillent dans une mine qui se situe à environ 1 heure d'ici. Mais la majorité sont agriculteurs d'agrumes, de café et de bananes. Tandis que l'autre secteur de l'économie de San Ramón est aussi le commerce. Le commerce se faisant entre les gens vivant aux alentours et le centre de San Ramón. Actuellement, San Ramón est une ville tranquille et très hospitalière. Les habitants de San Ramón sont des gens qui essaient de revenir à leur ville d'origine et d'améliorer leur niveau de vie. Mais il y a un immense besoin d'aide et le gouvernement ne peut pas subvenir aux besoins des villes, comme dans plusieurs autres communautés du Pérou. C'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes venus nous installer dans cette ville. Ben moi, à quoi je m'attendais en arrivant ici, c'est qu'on a une petite maison, puis qu'on habite dans une maison avec le strict minimum. Mais finalement, c'est vraiment beau ici. C'est immense. On est vraiment bien. Puis, dans le fond, j'ai vraiment été étonnée en bien. La cuisine, c'est quand même grand, là, où on dîne. Puis, en tout cas, on fait tout, dans le fond. Après ça, il y a en haut, il y a une partie où on peut étendre le linge. En haut aussi, il y a les chambres. Il y a 5 chambres. On est 4 par chambre avec des lits superposés. Sinon, il y en a aussi en bas. Il y a 2 salles de bain grandes au bout, avec des douches et des toilettes. Puis, on est en train de construire aussi à côté un centre pour les femmes battues. Fait que c'est vraiment gros, c'est comme une mini forteresse avec une cour intérieure, c'est drôle. Coupe ça, là. Allez, c'est 100% naturel. L'habileté. Comme Jason m'a pas, mais c'est pas grave. C'est pardonne. Oups. Quand Roger Fortin m'a appelé et m'a demandé si je voulais travailler sur son projet, il m'a ouvert la porte afin d'utiliser mes connaissances dans le but d'aider les gens selon mes expériences de vie. C'est pour cette raison que nous sommes venus à San Ramón. J'avais parlé à Roger de cette ville et nous l'avons donc visitée. Et je me souviens du premier jour où nous sommes venus à San Ramón avec seulement quelques vêtements que d'autres groupes canadiens avaient apportés. Nous étions ici dans ce quartier et nous donnions les vêtements aux gens qui venaient et nous pouvions donc à ce moment voir la nécessité. Après une journée passée ici et après avoir parlé avec la communauté, j'ai pensé que nous pourrions réaliser un projet un peu plus gros qui durerait 1 an ou 2. Alors débuta le travail. Le groupe qui travaillait avec Roger trouvait que c'était un bon endroit pour s'installer car il y avait des besoins et les gens étaient très sympathiques. Premièrement, l'idée était de bâtir une maison afin de pouvoir recevoir les futurs groupes. Et tant qu'à bâtir une maison, pourquoi ne pas en bâtir une qui serait multifonctionnelle? Et avec l'argent que nous allions recevoir des groupes, eh bien nous pourrions en investir une partie dans la création de la maison, mais au final, cette maison appartiendrait à un organisme qui continuerait le travail.
Roger aima l'idée, mais au début, le projet semblait un peu fou. Parce que lorsque nous sommes arrivés ici, il n'y avait que de la végétation sur ce terrain. Alors je dis à Roger, ici il va y avoir la cuisine, ici les chambres, et là l'endroit où nous allons recevoir les femmes victimes de violences à la maison. Et là Roger me regarda et me dit, tu as tout ça dans la tête? Il n'y a rien ici, seulement de la végétation. C'est à ce moment qu'est apparue cette phrase, poco a poco, ce qui veut dire peu à peu. Nous croyons sincèrement qu'il faut faire les choses peu à peu et non tout d'un coup. Premièrement, parce que nous n'avons pas le budget, et deuxièmement, parce que nous ne pouvons pas payer pour la main-d'œuvre en construction. En fait, toutes les choses qui seront faites ici viendront de la contribution des volontaires canadiens, comme le groupe qui est ici présentement, comme celui qui viendra pour construire le toit, ou comme celui qui travaille bien le bois et qui a construit les chambres. Ce qui fait que les montants investis venant de chaque groupe sont principalement dépensés dans l'achat de matériaux pour la construction. Nous, ici, notre projet, c'est peinturer un centre pour les femmes battues. Puis c'est vraiment, il y a plusieurs choses à faire. Au début, il faut mettre des couches de fond pour cacher le ciment. Après ça, il faut tout sabler pour mettre une couche de colle. Après ça, il faut tout ressembler partout. Puis là, on applique enfin la couleur, mais ça a vraiment été long avant qu'on puisse, là, avec vraiment beaucoup de couches dessus. Puis, mais là, ça s'en vient bien. Là, on a de la couleur partout, puis ça donne de la joie. Ça, c'est plus le fun à travailler là, avec la couleur que du blanc, du beige. Aussi, on va faire un dessin sur le mur, le plus grand mur du salon, parce qu'ils nous ont demandé que ça représente qu'est-ce que les femmes vivent ici, dans le fond. Puis nous autres, on a décidé de faire un oiseau, parce que ça va représenter un nouvel envol pour eux. Puis c'est ça, ils vont prendre un nouvel envol. Donc l'oiseau, je trouve, ça représente bien les femmes. Alors quand j'ai eu la chance de décider avec qui j'allais travailler, j'ai choisi de travailler avec les enfants et les femmes victimes de violences. Car je sais que pour venir en aide à ces femmes, le plus important est de pouvoir leur offrir une option. Une option afin de pouvoir quitter cette violence. Il est possible que ma mère ou plusieurs personnes de cette ville et du Pérou ne puissent pas dire « D'accord, à partir de maintenant, c'est assez, je ne vais plus supporter ça et je vais quitter cette violence. » Il est possible que plusieurs femmes ne puissent pas faire ça car elles n'ont pas d'autre option. Il est très facile de dire à une femme « Mais pourquoi tu ne pars pas? Pourquoi tu ne tentes pas de changer ta vie? » Mais c'est parce que tu ne peux pas vraiment comprendre ce qu'est réellement le problème qu'elle vit. C'est incroyable, mais je pense vraiment comprendre un peu la situation et c'est pourquoi nous travaillons présentement sur ce projet, ici à San Ramon. Dans le fond, on se lève, on fait nos petites choses, on se brosse les dents, on fait notre toilette. Après ça, on déjeune. Après ça, on embarque sur la job. Il y en a qui vont à 15 minutes d'ici environ et c'est une maison qui a été brûlée. Puis ils la reconstruisent pour une famille parce qu'ils ont perdu leur maison. Nous autres ici, on fait de la peinture pour des femmes battues qui vont venir vivre ici. Du lundi, c'est de 7 h du matin à 4 h du soir. Puis les autres jours de la semaine, c'est de 7 h du matin à 2 h de l'après-midi. Puis le dimanche, on a un petit congé parce que ça fait du bien. Aussi, après la job, on a un petit peu le temps pour relaxer, pas vraiment. Après ça, on va prendre une marche de 1 heure. Parce que nous autres, on a un gros projet qui est de monter le Machu Picchu, le chemin des Incas. Puis ça demande beaucoup de préparation.
Puis après la marche, on revient ici, on fait encore nos petites affaires un peu, on soupe. Puis souvent, il y a des rencontres de groupe. Puis après ça, on a un petit peu de temps libre, puis on se couche, puis la journée recommence. La clinique de santé que nous avons pour les enfants à Naranjal sert aussi à tous ceux qui habitent à l'extérieur de la ville. Car tu dois comprendre que la clinique ne dessert pas seulement les habitants de cette ville, mais aussi tous ceux qui habitent autour de cette ville. Nous avons donc commencé par reconstruire la partie extérieure du mur, servant à protéger la clinique du vol, et ce en collaboration avec une équipe de Lac Mégantic. Après avoir terminé ce projet, les habitants de Naranjal ont commencé à nous connaître et à nous faire confiance. Et quand je suis retourné à Lima, car ma maison et ma famille sont là-bas, il est survenu un désastre. La demoiselle de la ville est venue me voir et m'a dit « Il y a eu un incendie et les familles ont tout perdu. » Les maisons étant construites de bois au 2e étage et de pierre au 1er étage, le bois a servi de combustible. Et les familles se retrouvent sans lit, sans chose, sans rien, sauf les vêtements qu'ils avaient sur eux. Alors, on s'est préoccupé du projet. On est allé à Naranjal et nous avons demandé aux gens aux alentours afin de voir si l'aide semblait vraiment nécessaire. Et nous avons bien vu qu'il y avait un besoin, car les gens vivaient dans des abris et des tentes. Premièrement, nous avons commencé par donner à ces gens des vêtements et des choses utiles à la vie de tous les jours. Ensuite, j'ai regardé ce qui restait de la maison et je me suis dit, pourquoi ne pas rebâtir une maison? Pas une énorme maison, mais une ou deux petites habitations de base pour qu'ils puissent vivre à l'intérieur de celle-ci et non dans une tente. Nous avons regardé combien pourrait coûter un tel projet et nous en sommes venus à la conclusion qu'il était possible de faire quelque chose. Et quand le groupe, qui est présentement ici, est arrivé, je leur ai proposé de travailler dans ce village et sur ce projet. Normalement, quand les groupes viennent, je leur donne plusieurs options. Un groupe peut travailler ici, un autre là et un autre là, selon leur cœur et leur motivation. Ceux-ci peuvent choisir. Et avec ce groupe, nous avons visité le village et je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Ils ont dit « OK, nous allons travailler sur ce projet. » Notre job à moi et mon équipe, c'est de reconstruire les maisons des familles que leurs maisons ont brûlées. Puis c'est plus du travail physique, là, genre aller chercher du sable dans le bas de la rivière, le monter, mélanger du ciment, puis juste ses murs, puis voyager des briques. Là. Puis c'est vraiment cool parce qu'on voit qu'ils l'apprécient vraiment. Là. Puis ils viennent nous le dire souvent, là, merci beaucoup. Là. Puis les petites filles qui essayent de nous aider, là, c'est vraiment cool. Puis les autres aussi sont vraiment heureuses qu'on soit là puis qu'on les aide. Puis ça, c'est gratifiant pour nous, savoir que ça les rend heureux, là. Con amor para ti, el grupo 5 de Montserrat. De mí para siempre, quiero que te olvides de mí, ya no luches contra la corriente, quiero que te olvides de mí, pues tu amor no lo merezco, aunque te amo con locura, nos conocimos a destiempo, sé que no podré olvidarte, por eso pido que me olvides tú, yo nunca dejaré de amarte, por eso pido que no me ames tú. Puede dañarte y puede arruinar mi hogar. Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar. Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar. Adiós, adiós.
Les défis personnels, dans le fond, c'est il fallait se trouver un défi au début de la semaine, puis il fallait le faire durant la semaine. Puis ce défi-là, dans le fond, c'était pour nous permettre de nous surpasser. Puis moi, mon défi, c'était d'aller parler avec le plus de gens possible en espagnol. Puis je l'ai réalisé la semaine dernière. J'ai parlé avec plusieurs personnes un peu partout. Au début, je n'étais pas certaine, je ne savais pas trop comment, mais il y a quelques personnes qui sont venues vers moi, puis j'ai commencé à aimer ça, leur parler, puis j'ai vu qu'ils me comprenaient, fait que j'ai essayé un petit peu plus. Hein. Somos la orquesta más humilde del Perú, Internacional Pacífico, de Piura. Me dejaste penumbras, tristezas, heridas y llantos. Me dejaste en oscuras tinieblas con tu desamor. Solo y triste me encuentro, sin saber qué decir. Solo afligido en mi corazón y llorando por ti. Fue tan fácil de amarte y difícil se me hace olvidarte. Fue tan fácil decirle te amo con el corazón. Solo y triste me encuentro, sin saber qué decir. Solo afligido en mi corazón y llorando por ti. Son tus besos los que me hacen falta, tu dulce mirada, tu cuerpo en mi cama, mi voz que te llama y mi piel te reclama. ¿Cuándo volverás? Y en secreto yo abrazo mi almohada y lloro en silencio de pena y de rabia. Me muerdo los labios porque me hacen falta. Le Baratio, c'était comme une vente. On vendait nos vêtements qu'on avait apportés à des prix moindres pour les Péruviens. Puis on voyait toutes sortes de gens qui venaient. Il y en a qui n'avaient pas beaucoup d'argent, on voyait. Puis ils venaient pour leurs enfants, pour leur mari, pour eux autres mêmes. Puis ils choisissaient, ils fouillaient partout dans le linge. Puis c'était vraiment quelque chose à voir. Là. Moi, ça m'a fait quelque chose. Mais c'était vraiment une activité plaisante. Là. Les gens ils étaient vraiment heureux. Puis de se trouver des morceaux de linge. Bien, moi, au début, je vendais des petits racks. Soit ils pouvaient mettre des aliments dedans ou tous des petits trucs comme ça. Puis ensuite, je me promenais puis j'aidais les gens à trouver des morceaux de linge. Puis c'est ça. Bien, ce monsieur-là, je l'avais vu pendant que j'étais en train de fouiller dans les vêtements. Puis de la façon qu'il était habillé, de la façon qu'il marchait, puis que son visage, ça me faisait vraiment quelque chose. Puis quand il est revenu, puis on l'a aidé à trouver des vêtements, on lui a donné. Puis quand il a dit qu'il n'avait pas réussi à manger, qu'il n'avait pas mangé, ça m'avait vraiment fait quelque chose. Puis ensuite, moi puis Guillaume, on est allé avec lui, on lui a donné de la nourriture, puis on l'écoutait, il nous parlait. Quelques fois, je comprenais un peu ce qu'il disait, mais juste à le voir, tu sais, ça me faisait quelque chose. Puis ensuite, j'ai donné un petit peu d'argent, un petit peu de solace, là. Puis il avait l'air vraiment, vraiment heureux, là. Ça avait l'air lui avoir fait plaisir. Parte el alma escuchando tus crueles palabras. Mi corazón al oírte con dolor reclama que recapacites y pienses que será de mí. Si vas a dejarme solo aspiro a ser infeliz. Qué dura, qué fría, qué cruel sabías tú ser. Lo tierna, lo dulce que eras quedó en el ayer. Tu voz, tu mirada y
te tengo y parecen puñales que abren mi pecho haciendo que mi amor de sangre. ¿Qué será de mí si te amo más que a mi vida? ¿Qué fácil me hiciste quererte y hacerte dueña de mi vida? Yo no sé rogar, yo tengo mi orgullo y te juro que en estos momentos quiero suplicar por tu amor, humillarme y rogar por tus besos. Quiero suplicar por tu amor, humillarme y rogar por tus besos. Et dans le fond, c'est ça, le Mirador, c'était une grosse montagne qu'on était monté dessus pour aller voir les vues. C'était à Merced, je pense, le Mirador, une ville pas loin de San Ramon. Puis là, on avait des super de belles vues sur les montagnes en arrière, puis tout. Puis là, Oscar nous a expliqué un peu comment ça marchait avec l'eau sur les montagnes, si ça allait de tel côté, tel océan ou de l'autre, puis qu'est-ce que ça faisait, les rivières, comment que ça se rejoignait, puis tout. Puis on a pu prendre des belles photos de groupe là, avec la grosse croix en arrière que c'est un prêtre qui avait donné à la communauté, puis qu'il avait fait une statue de la tête du prêtre en commémoration pour le remercier. Après ça, on est allé au marché de la Merced. Ça, c'était un endroit qui vendait... Au début, on voyait qu'ils vendaient plein de fruits et tout. Mais là, on a commencé à plus rentrer à l'intérieur. Puis maintenant, on a vu comme plus la viande et tout. Puis là, on voyait que c'était pas comme par chez nous. C'était pas vraiment comme par chez nous parce que des têtes de vache, juste la bouche, moi, j'avais jamais vu ça à vendre pour manger de même. Ou des yeux de bœuf, puis des choses comme ça. Puis là, c'était un peu plus dur pour les cœurs sensibles, là, parce qu'il y avait l'odeur qui venait avec aussi, là, puis les pattes de poule puis tout, mais surtout quand on voyait toutes les mouches sur la viande puis qu'on s'est fait dire qu'on avait mangé jusqu'à date de cette viande-là. Ça, après ça, on est allé à la coopérative de café. Moi, je m'attendais plus qu'on verrait comme les champs avec les plantes de café puis tout, mais au lieu de ça, on est arrivé dans une grosse bâtisse, puis il y a une madame qui travaillait là, qui nous a expliqué tout comment ça fonctionnait pour récolter le café puis tout, avec des images sur une affiche. Puis, tout de suite après, il y avait une dégustation de jus, des fruits qu'il y avait à la Merced qui produisaient eux-mêmes, des confitures. Il y avait du rhum, du café, puis il y avait plein de saveurs que c'était tout eux qui produisaient, justement. Puis on pouvait en acheter, puis il y avait plein de souvenirs aussi, comme des papillons encadrés, puis des petits bibelots, puis des choses comme ça. Puis là, après avoir été visiter la fabrique de café, on était allé dans un zoo vraiment pas loin de la fabrique de café. Puis là, quand on est rentré, ben, je pense qu'on s'attendait à un zoo plus gros, mais c'est ça, c'était plus petit, mais ça faisait affaire pareil parce qu'il y avait quand même plein d'animaux que moi, personnellement, j'avais jamais vus, comme le petit singe qui sautait partout, puis le petit chat, je sais pas c'était quelle sorte, là. On aurait dit un mélange de léopard puis de chat, quasiment. Puis on a pu prendre des tortues dans nos bras pour se faire poser avec, là. C'était drôle parce que je pensais pas qu'on pourrait avoir des contacts avec des animaux parce qu'un zoo dans ma tête, c'est vraiment en arrière de la cage puis on touche pas puis tout, là. Puis les madames, ils nous aidaient avec les pans à faire sortir toute leur queue pour prendre des belles photos, là. Puis là, c'était le fun. C'était vraiment beau à voir, là. C'était juste ça, ils étaient tous enfermés dans leur cage, là. Le nom de la communauté qu'on a été, c'était Papamichi. Puis il disait qu'il était 300, je pense, dans la communauté, à peu près, en gros, là. Puis que quand on est arrivé, ils nous ont déguisés avec leur costume traditionnel. Fait que déjà, en partant, on se sentait plus en contact avec eux. Puis là, c'était vraiment le fun. Puis après ça, il y a un membre de la tribu qui est arrivé et qui nous a expliqué plus leur histoire à eux, comment que ça avait commencé. Qu'il y avait 3 Italiens qui étaient arrivés avec eux, puis qui leur avaient appris l'espagnol, puis qui leur avaient montré... ils avaient fait un échange de culture pour montrer plus, donner des trucs, comment mieux vivre, tout, comme les armes, comment faire le feu, puis des choses comme ça. Puis là, par la suite, que les hommes, c'était rendu tous des chasseurs, c'était eux qui allaient chasser dans la jungle, puis ça marchait encore comme ça, avec les arcs, qui tuaient les animaux avec les arcs. Puis les femmes s'occupaient plus de la nourriture dans la cuisine. Puis ensuite, les enfants sont venus faire une danse devant nous. On était assis, puis ils dansaient
tout devant nous, puis ils sont tous placés un devant nous. Puis là, ils nous regardaient toutes les mains, puis là, on comprenait pas trop. Ben moi, je comprenais pas trop pourquoi. Mais à la fin de la danse, on a compris plus parce qu'ils nous ont pognés puis ils nous ont amenés avec eux pour danser avec eux. Puis là, on a dansé au rythme du tambour. Puis là, c'était vraiment le fun. Puis on tournait tout ensemble. Puis après ça, on a arrêté un peu pour prendre quelques photos. Puis là, dans la tribu, il y avait 2 perroquets puis un petit singe. Puis là, les messieurs nous ont permis de prendre des photos avec les perroquets sur nos bras puis tout. Puis c'était vraiment le fun, c'est ça. Parce que c'est plein d'activités qu'on n'aurait jamais faites si on n'était pas sortis de notre pays à nous puis tout. Puis c'était vraiment trippant. Puis on pouvait prendre des photos avec eux un peu aussi. Puis c'est ça, je pensais que ce serait plus moi qui irais voir les gens pour les photos, mais ça m'a surpris parce qu'il y a un groupe de Péruviens qui étaient là en même temps que nous puis qui regardaient. Puis il y a un monsieur qui m'a demandé si je voulais prendre une photo avec eux. Puis il avait l'air tout content que je dise oui, mais c'était surtout une récompense pour moi de pouvoir y aller parce que j'aurais même pas osé leur demander. Puis là, ça les a rendus contents que je puisse y aller avec eux. J'étais quasiment une attraction touristique pour eux aussi, vu qu'ils sont pas habitués d'avoir des personnes blanches avec eux. Puis je trouvais ça le fun justement parce que ça faisait contact, même si c'était pas nous qui poussaient, eux autres aussi ils venaient vers nous. Puis après ça, les enfants qui avaient dansé avec nous, ils nous tiraient par la main puis nous amenaient dans le magasin de leur famille. Puis ils essayaient vraiment de nous vendre les affaires. Puis ça, c'est une affaire qui m'a marquée parce que les enfants, ils étaient pas vieux, ils avaient peut-être 7-8 ans, mais ils savaient déjà comment vendre les affaires parce qu'il n'y avait pas le choix vu que c'était comme ça qu'il fallait qu'ils se fassent de l'argent pour survivre. Mais comme pour acheter des bracelets, ils nous les mettaient dans les bras, puis ils nous disaient « Ah, lui, il va bien, lui, ça va bien avec ta couleur de peau, puis tout, puis il est beau, puis c'est moi qui l'ai fait. » Ça, la plupart des choses qu'ils vendaient, c'était toutes des choses faites artisanales. Puis c'était eux qui les avaient faites, puis c'était vraiment beau. Là. Ils sont bons de tout faire ça. Fait qu'après avoir été visiter la tribu, on s'est dirigé encore plus profond dans la jungle. Puis là, on a été marcher peut-être 10 minutes pour se rendre jusqu'à une chute. Puis là, cette chute-là, moi, personnellement, ça m'a vraiment ébahi. C'était tellement beau, là, toute l'eau qui coulait. C'était apaisant comme endroit, il me semble. Ça permettait de sortir tout ce qu'on avait eu, mettons, les moments les plus durs, là, de regarder ça, puis de prendre le temps d'admirer, puis tout. Ça relaxait vraiment. Puis là, d'aller se baigner dedans, c'était vraiment le fun. Sentir la chute dans notre dos, puis tout. Là. Ouais. Nous avions maintenant à trouver un nom pour le projet qui représentait l'idée que nous avions d'aller de ville en ville pour demander à la communauté « Qu'est-ce que vous auriez de besoin ici pour améliorer la vie des gens? » Et dans chaque ville, nous recevions à peu près les mêmes demandes. « Oh, monsieur, nous n'avons pas d'école, il serait très apprécié. » Ensuite, nous allions dans un autre village et les gens disaient « Oh, monsieur, nous n'avons pas d'hôpital ici, ce serait très apprécié. » Alors, quand venu le temps de trouver un nom au projet, nous nous sommes dit « D'accord, si nous réalisons toutes ces demandes, nous allons réaliser le rêve des gens. Alors, donnons le nom de Sueños Bonitos au projet, ce qui veut dire « beau rêve » en français. Nous sommes très fiers du nom, car quand nous allons à la quincaillerie ou à un autre marché pour acheter des matériaux, les gens nous demandent à quel nom je fais la facture. Et nous disons « au nom des beaux rêves ». Et ceux-ci sont surpris car c'est un nom peu commun. Et nous pensons qu'après 2 ans à travailler dans cette ville, quand les personnes vont entendre le nom « beau rêve », ceux-ci vont avoir un sourire. Parce que nous allons réaliser des projets peu à peu, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici dans cette ville. Car c'est la mentalité que nous avons. Nous commençons souvent un projet avec un premier groupe, mais plusieurs fois nous ne le terminons pas. Mais le groupe doit comprendre l'importance de son travail. Car lorsque le prochain groupe arrive, il continue ce que le premier groupe a commencé. ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas ya tanto querer? No es más que un hasta luego, no es más
torno al fuoco, formemos esta noche un círculo de amor. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reuniremos. J'ai de la misère à rembarquer à l'école, dans ma routine. Là. Puis je voulais pas rembarquer dans ma routine non plus. Ça a été dur. Moi, je suis rentrée dans ma routine plus rapidement. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide que ça. Mais ça va bien. J'ai de la misère un petit peu à l'école, tout rattraper tous les devoirs. C'est dur, mais ça va. Moi aussi, ça a été vite. On n'a pas le choix de rentrer dedans. Autant commencer tout de suite vite, puis reprendre depuis dessus. Bah, moi, je suis revenu directement, je suis plus mon élève. On dirait que je me suis comme senti obligé de revenir à la réalité, tu sais. Il fallait que je revienne à toutes mes affaires, les études, tout. Fait que... Le choc a été dur, en fait. En revenant, quand vous êtes assis la première journée là, sur le banc d'école, puis que vous écoutiez ce que le professeur disait. Moi, j'étais pas là. Ouais, mais tout, ça sortait, ça rentrait de l'eau, ça sortait. Je fais pas rien différent, mais je trouve que je suis différente. Je suis plus enjouée. Je sais pas pourquoi je suis tant de rire. Moi aussi, Je suis contente. On dirait que ça me dérange pas, genre. C'est bizarre, mais on dirait que maintenant je me fous de ce que les autres vont penser. Moi tout. On dirait qu'avant, je me posais toujours la question, qu'est-ce qu'ils vont dire, les autres. Je sais pas pourquoi. Mais non, ça. T'apprécies chez vous. Que tu te rends compte, là, par exemple, que t'es vraiment bien dans tes affaires, puis on n'est pas à plaindre de ça. Là. On est vraiment bien. Même les repas que je n'aimais pas, là, il me semble, sont tellement délicieux. J'apprécie chaque bouchée. Je finis mon assiette. Ouais, moi aussi. Puis j'en prends moins pour moins en jeter. Ouais, super attention. Ils apprécient beaucoup qu'est-ce qu'on leur a donné. Moi, je pensais qu'ils allaient moins l'apprécier, mais c'était à la fin, quand on a fini de construire notre maison, je me suis aperçu qu'ils l'appréciaient vraiment beaucoup. Toute la communauté. Moi. Ben moi, c'est... Eux autres, ils n'ont pas grand-chose pareil, mais ils sont tout heureux de ce qu'ils ont. Comme... S'ils nous donnent de quoi, ils savent qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils peuvent nous en donner beaucoup, eux autres. Mais nous autres, dans le fond, c'est pas grand-chose. Moi, ça a été quand on travaillait, là, que les deux petites filles de 5 ans elles restent avec nous autres pour nous aider à construire leur maison, qu'elles n'allaient pas à l'école, puis qu'ils restaient avec nous autres. Ça m'a genre vraiment marqué. Puis tout le monde voulait nous aider pour que ça avance plus vite, là, pour qu'on puisse en recommencer une autre ensuite. Les voisins, ils venaient. Ils étaient tous contents qu'on les aide. Ils appréciaient vraiment.
Quand on a eu terminé, là, quand tout en monde, il y avait le maire. C'était tellement émouvant. Ouais, le maire était comme, il regardait à terre, mais on se demandait vraiment qu'est-ce qu'il y avait. Mais il était pas capable de parler à cause qu'il était trop émotif. Genre, il pleurait tellement qu'il était heureux. Puis que... Je pensais pas que ça allait autant les marquer que ça. Ouais. Surtout le maire. Tu sais, quand il venait, il me semble, il était froid avec nous autres, on aurait dit que. Il parlait pas rien. Il était vraiment content de notre travail. Ça fait de quoi? La fête qu'ils nous a faite, qu'ils nous ont faite le soir, là, qui ont amené la danse, les fruits, nous ont donné. C'est pas tant des fruits, mais pour eux autres, c'est beaucoup, puis ça veut beaucoup dire. Puis il me semble qu'on apprécie des fruits. C'est sûr que ça fait comprendre à tout le monde quand on y va, c'est ça qu'il faudrait tout le monde aller aider. Mais parce qu'il y en a qui font juste des voyages juste de même, mais pour aller faire de l'aide un peu. Parce qu'il veut un monsieur qui avait besoin d'aide. Ben, juste le commentaire, je dirais, c'est qu'il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie. Ça vaut la peine. Vraiment. Parti d'une idée de développement communautaire, le projet Pérou de la polyvalente des Abénaquis et de la maison de jeunes de Saint-Prosper aura duré 16 mois pour se terminer en ce début d'année 2011. Grâce au désir de participer à un projet collectif d'aide communautaire, 13 jeunes étudiants ainsi que 3 accompagnateurs et un caméraman auront contribué à réaliser des changements positifs dans la vie de certains. En participant à ce projet, ces volontaires auront pu se surpasser et apprendre sur eux-mêmes. Développer un échange interculturel, apprendre une nouvelle langue, contribuer économiquement au développement de projets collectifs péruviens et ainsi collaborer à réaliser un réel changement dans la vie de tous les jours de certaines familles. Il est difficile de comprendre ce qui se passe réellement dans d'autres pays et cultures tant et aussi longtemps qu'on ne le voit pas de nos propres yeux. C'est en donnant un peu de son temps, de son énergie et un peu de son argent que l'on réussit à bâtir peu à peu un changement dans la vie de tous ceux et celles qui en ont réellement besoin. Chaque personne et chaque action font une différence dans l'ensemble et il est très important que les volontaires comprennent l'importance de leur implication au sein d'une communauté. Car en aidant à la création de tels projets, ce n'est pas seulement un individu que vous aidez, mais bien une société dans son ensemble. Si cette vidéo a réussi à vous donner le goût d'en apprendre plus sur certains pays, ou encore mieux, vous incite à poser un geste concret afin de participer à l'évolution communautaire et économique d'un pays en voie de développement, eh bien, elle aura atteint fièrement l'un de ses objectifs. Ouvrir les yeux des gens sur le monde. Tel était l'un de mes objectifs principaux, et c'est avec plaisir que je vous ai présenté mon documentaire Poco a Poco.
Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.